Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Guadeloupe, actualité. Les sargasses toujours présents, mais une gestion jugée chaotique. La Chambre régionale des comptes dénonce des lacunes juridiques, des financements flous et des solutions inefficaces. Reportage de Maxime Morel. Il en est ressorti que c'est de la responsabilité des collectivités territoriales, enfin des communes, dès lors que les sargasses s'échouent, qu'elles doivent mieux s'organiser pour les collecter et les stocker et faire en sorte de mieux informer la population. Qu'elles s'organisent un peu mieux, qu'il y ait une meilleure anticipation, compte tenu du fait que le phénomène est récurrent tous les ans, donc qu'elle s'organise effectivement mieux avec l'ensemble des acteurs qui peuvent être mobilisés, comme l'État, les comités de communes, comités d'agglomération ou d'autres intervenants, et peut-être qu'effectivement la création de GIP, donc groupement d'intérêt public, permettra de mettre tout le monde autour d'une table et de réfléchir à travailler ensemble. Il me semble qu'en tout cas, ce que le rapport peut pointer, c'est que chaque année, il est mis en exergue par la presse qu'il y a des échouements, que les citoyens le vivent très mal, et que donc la question se pose de savoir comment on fait pour éviter ces échouements, ou on les collecte et stocke le plus rapidement possible. Donc la question, c'est de savoir pourquoi tous les ans on assiste toujours à la même question, aux mêmes difficultés. Temps fort pour la résidence Les Flamboyants avec l'ouverture d'une nouvelle unité dédiée aux personnes en situation de handicap vieillissant. Une réponse aux défis posés par le vieillissement de la population en Guadeloupe. Des images de Charlie Dagonia. Ça ne va pas changer grand-chose dans la vie de tous les jours, puisque ce travail de repenser le quotidien, il est constant. Et cette inauguration est un temps fort, parce qu'on a aussi profité pour rendre hommage et honorer les professionnels qui ont plus de 20 ans d'ancienneté sur la résidence Les Flamboyants. C'est une inauguration aussi qui nous permet de rendre compte de l'ouverture de l'unité pour personnes handicapées vieillissantes. Donc un moment fort, chargé en émotions. Et on a eu la chance aussi d'avoir quelques représentants qui nous ont accompagnés au cours de notre projet de restructuration et des élus aussi qui portent avec nous l'enjeu de l'accompagnement de la personne âgée en Guadeloupe. Pour nous, c'était une très grande journée pour la Fondation Partage et Vie aujourd'hui parce qu'on avait 2 événements importants. Célébrer nos personnels très fidèles, sur 52 personnes qui travaillent dans l'établissement de Gourbert. Il y en a 15 qui venaient célébrer au moins 20 ans de fidélité dans l'établissement. C'est dire leur attachement à cette maison et dire aussi tout leur engagement au service des personnes les plus vulnérables. Et puis en même temps, on célébrait une inauguration, celle de l'ouverture d'une UPHV, donc une unité qui accueille des personnes en situation de handicap vieillissant, et la rénovation de tous les travaux qu'on a pu faire. Et pourquoi les 2 événements sont importants ? Si on conduit des projets, c'est parce qu'on a des équipes fidèles. Si on est capable d'avoir de nouvelles modalités d'accueil des personnes les plus vulnérables, c'est parce qu'on a des personnels qui sont capables de transformer leurs pratiques, de s'adapter aux besoins de chacun. Donc pour ça, c'était important pour nous de réunir les 2 événements. Dans cette unité, nous sommes dans le quotidien avec les résidents. On adapte le quotidien pour eux, c'est-à-dire ceux qui ont du mal à lire, à entendre, à voir. On met des outils à leur disposition pour qu'ils puissent évoluer comme tous les autres résidents. On favorise le lien avec les autres résidents de l'EHPAD qui ne restent pas à l'unité, qui ne restent pas dans leur chambre, qui participent aux activités globales. Et puis, c'est aussi des activités qui sont adaptées à leurs besoins. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de travailler sur la concentration, ce sont des activités de concentration. S'ils ont besoin de stimuler la mémoire pour repartir du bon pied, on va faire des ateliers de mémoire, on va faire des ateliers de relaxation. Enfin, ce sont que des ateliers qui sont en lien avec leurs besoins et tout ce qu'on peut leur proposer.
Entre littoral, biodiversité et climat, la Guadeloupe lance la révision de son schéma d'aménagement régional, un document stratégique qui planifie l'avenir du territoire pour les 20 prochaines années. Un reportage de Charlie Dagonia. Alors, le SAR, c'est le schéma d'aménagement régional, donc qui revêt en fait un certain nombre d'enjeux d'aménagement, de protection et en fait d'appropriation et de réponse aux besoins de la population guadeloupéenne. Donc c'est un schéma en fait qui disons sera la photographie, si je peux résumer ainsi, même si c'est un grand document, mais sera la photographie de la Guadeloupe pour les 20 prochaines années. Donc il est essentiel en fait de se l'approprier. C'est le schéma d'aménagement régional qui est l'une des compétences essentielles de la région, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, l'aménagement de l'archipel guadeloupéen. Et c'est pour ça que nous devons accorder l'importance majeure à cette révision du SAR, puisqu'en fait, le SAR, c'est le fait a une importance capitale concernant le schéma de cohérence territoriale qu'on appelle le SCOT, qui est pendant du SAR, mais aussi du PL, le plan local d'urbanisme au niveau des communes. Par conséquent, il est important pour nous que nous soyons au fait de ce qui va se passer au niveau du territoire guadeloupéen. Alors, il s'agit d'un document de planification, c'est-à-dire que c'est un document qui se projette sur le futur de la Guadeloupe, de la région. Qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'on souhaite qu'elle devienne. Et c'est surtout un document avant tout d'aménagement. Donc, c'est-à-dire qu'on va parler à la fois de mobilité, de développement économique, d'habitat, de protection de l'environnement, des risques, mais tout ça par le prisme, par le regard de l'aménagement territorial. Pour être en face, pour pouvoir rester cohérent avec nous-mêmes, avec notre pays, que nous devons mettre en place ces mesures d'adaptation au climat, aux aléas, à l'aménagement du territoire, aux équipements, afin d'avoir une Guadeloupe qui puisse tenir dans 30 ans, 50 ans et que ce pays soit bien approprié par les Guadeloupéens. Mieux qu'être un simple locataire, devenir pleinement un habitant du quartier, c'est l'objectif de la convention signée entre la Société immobilière de Guadeloupe et le CCAS des Abîmes, un sujet préparé par Grégory Laps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de nous rapprocher le plus possible de nos quartiers, des locataires qui nous font confiance, des familles qui nous font confiance, pour travailler avec elles à ce qu'on appelle avec Andy le développement humain, mais en gros c'est avec le fait de faire quartier, le fait de ne plus être seulement locataire d'un bailleur, mais habitant d'un quartier. Et donc de mettre en place des infrastructures qui permettent de regrouper un ensemble de services, de conseils, d'accompagnement, d'activités qui viennent contribuer à la vie de quartier de manière positive, dans une logique de création de liens et de vivre ensemble. Il faut quand même qu'on fasse un diagnostic pour savoir qui c'est qui a besoin, qui c'est qui n'a pas besoin, quelle action on va mettre en place et tout ça. Et après, nous allons commencer à mettre en place des actions du maintien à domicile, de la santé, du numérique, du social, surtout parce que comme vous le savez, au niveau des bailleurs sociaux, beaucoup de personnes en grande difficulté, en précarité importante. Donc, il nous appartiendra d'être un peu plus auprès de cette personne avec le bailleur pour pouvoir mieux coordonner l'accompagnement que nous devrions mettre en place. Un local qui un peu comme une maison des jeunes et de la culture ou un peu comme un espace de vie sociale, mais où on regroupera des acteurs très différents de ce qu'il y a aujourd'hui dans ces structures-là. C'est-à-dire il y aura France Travail, il y aura des entreprises, notamment des entreprises facturières qui ont des problèmes d'impayés dans les quartiers pour pouvoir recréer du lien avec les habitants, des associations. Je pense notamment à des gens comme les petits frères des pauvres, à des gens comme les familles rurales qu'on a rencontrées il n'y a pas très longtemps. Voilà, des missions locales. L'idée, c'est vraiment de regrouper tous ces acteurs qui sont au service des habitants au même endroit, pas forcément tous en même temps, mais qu'ils aient un espace où ils puissent organiser des choses à destination des habitants. Mais ce qui est important là aujourd'hui, c'est surtout cette collaboration et cette ingénierie que nous mettons ensemble pour pouvoir répondre aux problématiques sociales du territoire et mettre en place une politique publique sociale beaucoup plus importante et beaucoup plus offensive. La première structure va être construite créée à Bois-Ripeau et la Croix. Et puis l'idée, c'est d'en avoir une dizaine dans les 2 ans qui viennent.
et puis d'étendre le réseau en fonction des besoins, non seulement des quartiers, mais des collectivités, des attentes des différents acteurs. L'idée, c'est vraiment d'être dans un processus collectif. C'est pas nous qui avons une bonne idée et qui l'exploitons, c'est on a une idée, on la soumet à notre écosystème, on voit comment il réagit, comment le modèle doit s'adapter pour correspondre aux besoins de tel ou tel quartier, et on y va ensemble. Nouvelle collecte en vue pour la banque alimentaire, l'occasion de refaire les stocks pour la période qui arrive. Un temps fort solidaire est aussi prévu le 29 juin à l'Aboucan à Sainte-Rose pour une journée de mobilisation et de générosité. Un sujet préparé par Solène Fèvre. Aujourd'hui, nous faisons notre collecte semestrielle qui va se dérouler sur aujourd'hui et demain. L'objectif de nos collectes semestrielles, c'est de renouveler notre stock pour pouvoir être en phase et être en capacité pendant cette période-là de pouvoir servir nos compatriotes en difficulté à travers les associations agréées, les CCAS et les épiceries solidaires. Nous accueillons les personnes quand ils rentrent dans le magasin et nous leur disons que nous venons de la part de la banque alimentaire et est-ce qu'ils peuvent nous donner ne serait-ce qu'une bouteille d'huile, un paquet de farine, une denrée non périssable pour les plus démunis. Nous faisons aussi des journées où nous distribuons des repas où aussi il y a la présence d'une psychologue, d'un médecin, des infirmières qui prennent l'attention, la dextro. Les repas aussi sont servis. Nous avons pu distribuer 200 repas aux familles et justement ces familles justement qui se présentent pour des besoins chez les assistants sociaux, nous sommes en relation et ces personnes sont prioritaires parce que ces personnes viennent de la part des assistants sociaux. Parmi nos actions, ce n'est pas seulement donner à manger. Nous formons les gens à gérer leur budget. Nous les formons à cuisiner ce qu'ils ont. Nous les formons aussi à l'équilibre alimentaire. Et nous essayons depuis quelque temps à aussi faire de l'accompagnement social en accompagnant avec des partenaires, des lunettes ou de la dentition. Ce message est adressé à toute la population. Nous vous attendons le 29 juin, plus précisément à Boucan-Sainte-Rose pour une journée de bienfaisance. Une matinée de valorisation pour les étudiants et leurs enseignants engagés dans des concours. Un événement inscrit dans la feuille de route académique Sciences, Économie et Société. Retour en images sur ce temps fort avec Maxime Morel. Nous avons souhaité organiser cette matinée dans l'Académie de Guadeloupe dans le cadre de la feuille de route académique Sciences, École et Société. Donc c'est une feuille de route qui a été définie il y a déjà 2 ans et dans laquelle nous avons souhaité donc mettre à l'honneur les élèves et les enseignants ainsi que les partenaires qui permettent d'organiser des manifestations, des concours scientifiques et mettre à l'honneur donc tous ces élèves qui ont participé à ces concours et qui ont remporté des prix. La science, on a trop tendance à l'intégrer comme une chose abstraite, alors qu'en fait, justement, les projets, ça permet de concrétiser la science, d'utiliser la science comme un outil pour mettre au point des objets, des systèmes, dans un but finalement sociétal. Notre projet intitulé Windspiral consiste à une éolienne verticale qu'on aurait aimé installer au bord des routes départementales, nationales, autoroutes, afin d'utiliser le vent induit des véhicules pour produire de l'électricité. Cette électricité serait soit reconduite dans le réseau public pour alimenter les lampadaires ou les divers systèmes routiers utilisant l'électricité, ou bien leur revendre en fonction de l'offre et de la demande à EDF. On voulait disposer nos éoliennes aux abords des pistes d'aéroport. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de réglementations sur les pistes d'aéroport, donc on n'a pas pu s'élargir sur le sujet. Du coup, c'est pour ça qu'on a pensé aux routes et aux autoroutes du territoire. Nous avons été à la Cité des Sciences à Paris, donc nous avons participé à la finale nationale. Il y avait plusieurs équipes de plusieurs régions de la France. Nous, on représentait la Guadeloupe. Et on n'a pas gagné de prix, mais c'était une très belle expérience de voir d'autres projets pouvoir se confronter à eux. C'est très intéressant. L'idée de cette éolienne verticale, c'est une idée originale qui provient des élèves. Moi, j'aime bien travailler avec leurs idées parce que ça paraît toujours farfelu a priori, mais en fait, après, on se rend compte que c'est pertinent et c'est eux qui construisent l'avenir. Après tout, il faut les laisser s'exprimer.
Direction Basse-Terre, où le Crédit Agricole a remis ce matin des ordinateurs à plusieurs associations locales. Un coup de pouce pour accompagner leurs actions sur le terrain. Un reportage illustré par Charlie Dagomia. Notre objectif, c'est de faire profiter des associations qui sont financièrement un peu démunies ou en difficulté, de matériel qui a été recyclé et qui est en très très bonne condition de fonctionnement. C'est une action que le Crédit Agricole se veut par rapport à sa démarche RSE, puisqu'il a dans la sauvegarde de l'environnement, la protection de l'environnement et éviter de gaspiller les matériaux informatiques. Donc c'est dans le cadre d'un renouvellement de son parc informatique que le Crédit Agricole Guadeloupe a pris cette décision de offrir aux associations du territoire, puisqu'il y en a qui ont été faits sur la Grande Terre et là sur Basse-Terre, d'offrir à 8 associations. Bon, nous avons reçu beaucoup de demandes, mais il a fallu, bien sûr, comme dans toutes les situations, faire un choix. Et on en a choisi 8 qui sont représentatives de la population de la Basse-Terre. Ça représente beaucoup parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, toutes les démarches qu'on peut faire pour l'association, c'est via l'informatique. Donc, il faut taper les courriers, il faut envoyer les courriers, les demandes d'autorisation, même les demandes de subvention. Tout est fait maintenant dématérialisé. Donc, du coup, c'est important d'avoir un matériel informatique. Et en fait, sans ça au sein de l'association, c'est chaque membre fait comme il peut chez lui. Tandis que là, on pourra se réunir et avoir l'ordinateur pour l'association sur lequel tous les documents de l'association seront répertoriés et ça sera une facilité en tout cas pour la gestion. On était agréablement surpris et en fait, ça représente pour une association, croyez-moi, aujourd'hui, acquérir du matériel informatique, c'est très lourd. Et en général, les associations, on en a extrêmement besoin, surtout par exemple comme la nôtre, où on a plusieurs sections sportives et tout le monde utilise du matériel informatique. Et maintenant, dans les aspects de compétition, quel que soit le sport, toutes les fédérations nous demandent d'utiliser de l'informatique dans tout, pour nos demandes de subventions, pour la gestion de nos matchs, pour la transmission administrative de énormément de choses. Donc, je peux vous dire que on crachera pas sur un don comme a fait le Crédit Agricole aujourd'hui. Mélinda Seymour signe son 6e ouvrage « Quand l'Afrique rappelle ses enfants », un récit sur la quête d'identité africaine des afrodescendants de Guadeloupe, nourri de son expérience entre île et Québec. Image de Solène Fèvre. Moi, j'ai envie de dire que j'ai découvert mon africanité réellement au Québec, où je vis depuis près de 10 ans maintenant. J'y parle de mon parcours et c'est pour ça que je mets dans mon préambule au sein de cet ouvrage, quand l'Afrique rappelle ses enfants afrodescendants, je dis que c'est mon parcours, c'est ma vision. Nous pouvons aller par exemple au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Congo ensemble, mais avoir une vision totalement différente. Donc je parle de la Guadeloupe, comment effectivement cette identité guadeloupéenne m'a marqué, mais c'est en étant à l'étranger, évidemment, parce que quand on est en Guadeloupe, on est en Guadeloupe, on se pose pas la question. C'est quand on est confronté effectivement à l'autre qu'on se sent effectivement à travers nos particularités. Et je parle de ma découverte de l'Afrique en étant au Québec, en Amérique du Nord, et puis toute cette Afrique que j'ai connue à travers plus d'une vingtaine de pays africains, à travers le réseau international des jeunes leaders francophones qu'on a cofondé en 2017 depuis Québec, et puis ces premières foulées sur le continent africain, au Togo, à Lomé particulièrement, où j'avais l'impression d'arriver aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, et puis prendre la route pour partir au Bénin. Ça a été toute une aventure, et puis depuis, sans relâche. Je fais beaucoup d'allers-retours en Afrique de l'Ouest notamment, mais j'ai gardé le contact avec plus d'une centaine de jeunes dans plus d'une vingtaine de pays africains. J'y travaille, j'ai une ONG là-bas, au Bénin particulièrement, mais pas seulement au Bénin, dans d'autres pays d'Afrique aussi, où je travaille avec les femmes, je travaille avec les jeunes, je travaille effectivement avec les jeunes femmes, et à travers mon activité professionnelle, où nous sommes spécialisés à travers Seymour Création dans la sculpture sur bois. Je travaille avec beaucoup d'artisans aujourd'hui, où on lie
le savoir-faire traditionnel avec l'intelligence artificielle et l'innovation. Donc pour moi, je parle de tout cela à travers des rencontres, à travers des ONG, à travers une dynamique extraordinaire rencontrée avec des jeunes d'abord, puis avec des jeunes femmes. Et je fais tout un parcours. Et peut-être certains lecteurs disent qu'ils apprécient la mise en garde. Je ne sais pas si je peux avoir la prétention de faire des mises en garde. Je dis qu'il ne faut pas avoir une vision magnifiée de l'Afrique. L'Afrique ne se raconte pas, l'Afrique se vit. Après, bien sûr, Mélinda Seymour place un autre écrivain, auteur guadeloupéen, Monsieur Isbert Calvados. Il sera en tout cas avec nous ce soir pour nous parler, en tout cas il présentera ce samedi à Pointe-à-Pitre une trentaine d'ouvrages lors d'une soirée littéraire, ouvert évidemment à tous et à toutes. Il est notre invité ce soir. Bonsoir plutôt, Monsieur Calvados. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans la tranche info. Je suis tout heureux, tout content d'être avec vous ce soir pour parler de cet événement. De cet événement. On peut dire que c'est un événement. Bah oui, ma foi, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Absolument. Incontournable pour demain soir. Pour demain soir, alors on peut parler avant d'expliquer un petit peu l'envers du décor, le pourquoi du comment, d'où vous est venue un petit peu cette idée un peu folle de présenter une trentaine d'ouvrages en une soirée. En fait, j'ai déjà écrit depuis 1986. J'ai écrit mon premier livre. C'était un essai. Un essai, pas un essai dans le sens péjoratif. Ouais. Essayer. Un essai, donc un style littéraire qu'on appelle essai. Et donc, l'année suivante, j'ai écrit un deuxième essai. Il y a eu une période de silence. Et puis après, donc, j'ai sorti deux autres ouvrages. Un recueil de poésie, donc La Guadeloupe, un collier aux 34 joyaux. À l'époque, Saint-Barth et Saint-Martin faisaient partie du bloc de la Guadeloupe. Et ensuite, j'ai écrit aux éditions L'Harmattan, La guerre de Guadeloupe, pensée et poésie. Donc, je suis revenu sur les événements de 1802 en poésie et aussi en sérieux quant au déroulement chronologique des faits. Donc, c'est un livre qui a déjà servi à plein de gens ici en Guadeloupe et même en France, à la Sorbonne, où un universitaire de la Guadeloupe est parti avec comme support de travail. Et le CIPN aussi l'a utilisé lors de leur déboulé Basse-Terre Pointe-à-Pitre. C'était il y a 2 ans, je crois. Donc, c'est un livre qui a été édité chez l'Harmattan et qui retrace cette période-là. Et puis, en 2019... j'ai voulu relancer le coup, mais avec un éditeur guadeloupéen, les éditions Negmaron. Oui, donc j'ai sorti Le Vététiste, et au mois de juillet et au mois d'octobre de la même année. De la même année, 2018. J'ai sorti, donc c'était déjà une sorte de préambule de mes intentions de sortir des livres à la chaîne. Puisque mois de juillet à mois d'octobre, il n'y a pas beaucoup de mois d'écart. Donc vrai. Les 2 livres sont sortis en 2019. Le Vététiste, c'est ma relation avec la nature, où je raconte comment, à VTT, je vais dans l'arrière-pays de Petit-Bourg et aussi sous la plage de Viard. Et au gré des rencontres, eh bien, je m'amuse à discuter avec les méoles, les tchos, les pipiruites, les bœufs, les résignés. Voilà. Donc, j'ai développé à ce moment-là une vraie relation avec la nature. Et c'est le style littéraire, c'est un peu de la personnification, mais ça rentre dans le style des nouvelles. Donc, ces 2 livres sont sortis. Et puis, la biographie de Rémi Cabarrus. Rémi m'a rencontré un jour, il m'a dit, je sais que tu écris, j'aimerais bien que tu écris mon histoire pour que demain, il y ait une trace pour mes enfants. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de problème, je peux me prêter au jeu. Et donc, j'ai été chez lui régulièrement, on se voyait. Et donc, le livre est sorti. Donc, le sentier musical d'un autodidacte, Rémi Cabarus. Donc, j'ai écrit ce livre-là. Alors, magnifique. Et donc, mais pendant toute cette période-là, j'écrivais. Je n'ai jamais arrêté d'écrire. En fait, j'ai commencé à écrire dès l'âge de 16-17 ans. Et je vais vous raconter une petite histoire parce que je trouve ça extraordinaire parce que quand j'arrive au cours préparatoire, je viens d'un quartier où on parle le créole.
Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un livre dans sa main ou un journal dans mon quartier. C'était, on courait après les goyaves, les icaques, les mangues, voilà. Et puis j'arrive en cours préparatoire et je suis pas un élève brillant. Je fais mes coups de roche en créole. Je suis timide, impressionné par le milieu scolaire. Et à la fin de l'année scolaire, je n'ai pas tellement bien travaillé pour avoir des prix. Et le jour de la remise des prix, ceux qui ont bien travaillé ont récolté tous les livres de la maîtresse. Et moi, je suis là devant la maîtresse. Je n'ai pas de récompense. Je n'ai aucun livre et aucun prix. Mais je suis là devant la maîtresse, hébétée, elle-même hébétée. Elle regarde dans ses cartons, elle trouve un petit livre. Et elle me le prend et elle me le tend. Vous vous rappelez, c'était quoi ce livre? Mais c'est ça le souci. Je me souviens plus du titre du livre, mais elle m'a tendu ce petit livre. Et c'est ce petit livre qui ne m'a jamais quitté. En fait, j'ai grandi avec ce petit livre dans ma tête, dans mon subconscient. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 17 ans, 19 ans, mon père est charretier, ma mère est attacheuse de canne. Dans toute la famille, on est de la terre. Et puis voilà, l'instinct de l'écrivain, de l'écriture me prend et je commence à écrire des poèmes. Alors du rêve jusqu'à la réalité, puisque en tout cas vous donnez ce rendez-vous aux Guadeloupéens dès le 7 juin. Un rendez-vous à ne pas manquer à Pointe-à-Pitre pour la présentation des 30 ouvrages. Voilà, il y a des essais, il y a des nouvelles, il y a des récits, il y a des romans, il y a 3 romans, il y a des livres, des analyses sociologiques, politiques du pays. Il y a aussi une autre biographie. C'est un patron guadeloupéen qui m'a demandé aussi d'écrire son histoire. Le livre est prêt à être édité. Il y a pour tout le monde, il y a même pour les enfants, une belle histoire que j'ai écrite sur les amandes. Car depuis 7 ans, je valorise les amandes dans le pays. Et donc, c'était naturel que j'écrive une histoire sur les amandes pour les enfants. C'est très beau. Oui, mais demain soir, 18h, Réminé Souta. Si vous n'êtes pas Marie-Galante, si vous n'êtes pas à un programme déjà choisi, venez me rejoindre à Réminé Souta. Je vous donne rendez-vous. On va parler autour de ces 30 livres et voir comment maintenant vous pouvez m'accompagner pour pouvoir les éditer et les publier, les mettre devant le public guadeloupéen. En tout cas, j'ai travaillé pendant toutes ces années et l'heure est arrivée maintenant de présenter à la population le fruit de mon travail littéraire. News Radio assis outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.